Merci beaucoup, Madame l'inspectrice générale. Merci, Monsieur Valeron, pour la belle introduction. Merci tout le monde. Merci d'être ici. Voici l'homme qui va reprendre le flambeau de Fourier. William Thomson, anobli en Lord Kelvin, un physicien et lord anglais, né en Irlande, mort en Écosse, de sorte qu'on peut dire aussi bien qu'il est un grand physicien irlandais ou écossais ou anglais. Kelvin devient le physicien le plus en vue de son époque, avec beaucoup d'accomplissements extraordinaires. On lui doit un théorème de Kelvin en mécanique des fluides, une transformée de Kelvin qui joue un rôle important dans certaines équations de la physique mathématique. On lui doit le mot énergie cinétique, c'est lui qui l'a introduit. On lui doit l'étude de certaines instabilités qu'on retrouve par exemple dans la forme de certains nuages. On lui doit la première étude sérieuse des échanges d'énergie et de température, la thermodynamique. En son honneur, on a nommé l'unité de température qui sert aux scientifiques le Kelvin. On lui doit aussi l'effet Joule-Thomson, qui est à la base, c'est le principe des frigos. Donc vraiment des choses fondamentales. Et c'est lui qui a assuré personnellement le succès de l'expédition transatlantique, l'expédition qui était chargée de déposer un câble pour relier l'Europe aux États-Unis. Il fallait pour cela maîtriser les équations aux dérivées partielles et littéralement ça l'a rendu riche et célèbre puisque c'est à partir de ça qu'il a été anobli. Et Kelvin se passionne pour le problème de l'âge de la Terre qu'il va reprendre à partir des travaux de Fourier. Et Kelvin trouve, donc 40 ans après Fourier, alors après tout ça, combien il va trouver ? Entre 40 et 200 millions d'années. Allez, disons 100 millions d'années. Alors, réaction, c'est pas mal, déjà 8 zéros. On s'approche. Il y a un progrès par rapport à Buffon. Eh bien, pas tellement. Le contexte scientifique avait radicalement changé depuis Buffon et l'estimation de 100 millions d'années, elle n'a pas fait plaisir. Elle a posé des problèmes considérables aux géologues qui s'étaient habitués à l'idée que finalement, l'histoire de la Terre, c'était peut-être pas un événement catastrophique au départ, mais peut-être de très très longues variations. On appelait ça les théories gradualistes. Et ils s'étaient habitués à l'idée que la Terre était là depuis peut-être des milliards et des milliards d'années. Et ça les a arrangés d'une certaine façon pour construire les échelles géologiques. Et quand Kelvin trouve 100 millions d'années, ils font la grimace. D'autres scientifiques qui faisaient la grimace et qui n'ont pas réussi à s'adapter, ce sont les évolutionnistes. Milieu du 19e siècle arrive la théorie de l'évolution, à coup sûr le plus grand chambardement scientifique du 19e siècle. Et ça leur posait un problème. Pour les évolutionnistes, il n'y avait pas assez de temps pour que la théorie de l'évolution des espèces puisse prendre place telle qu'elle était reconstituée par des gens comme Charles Darwin. Et donc vous avez une sorte de match de boxe. À ma gauche, Lord Kelvin, le physicien le plus respecté de son époque. À ma droite, Charles Darwin, et puis de l'origine des espèces, l'ouvrage qui a fait couler le plus d'encre au XIXe siècle. Qui va gagner ? En 1893, Kelvin révise ses estimations et, prenant en compte tout ce qu'il peut comme dernier résultat, arrive à 24 millions d'années. Et nous sommes là face à une crise scientifique majeure. Même les géologues n'arrivent pas à suivre à 24 millions d'années. Donc il y a deux camps. D'un côté, les géologues et les biologistes, si l'on veut. De l'autre côté, les physiciens. Et entre les deux, le dialogue passe très mal.